Je vais commencer par refaire la tête. Donc Stéphane Rogier présent, Hélène Boudon présente, Claude Chenot présent, Isabelle Furgon présente, David de Rossi présent, Catherine Penchu est sortie, Pierre Conti présent, Monique Lampada présente, Sylvain Hermann, excusez de pouvoir, Isabelle Furgon qui accède, Martine Munoz présente, Sophie Lelec présente, Guy Sturma présent, Lisa Hazard excusée, Michel Tournon présent, Cynthia Bétu excusée, Vincent Petitjean présent, Monique Moreno présente, Pascal Caillot présent, Patricia Beaumont présente, Pierre Sureda excusé et donne pouvoir à Catherine Falcu en l'attente qu'elle revienne, Peppa Kainen présente, Thierry Barthélémy présent, Michel Magnol excusé, oui, il accepte. Christophe Montréal présent, Éric Beaucourt présent, Francis Roux, j'imagine qu'il arrive pas en train. Oui, il a eu un gros problème professionnel. Donc, il vient de partir chevalier, donc il sera présent en partie. D'accord. Mais il envoie une procuration à Yoann. Oui. C'est Raphaël. Elle va pas tarder. Elle arrive à faire sa boutique à 19h. Jonathan Déjà du coup présent, Farida Laïd présente, Claire Joyeux présente, Annie Cheval-Denet présente, Philippe Barrault présente et Bernard Dugnat présent. Alors, la secrétaire de séance dans l'ordre du tableau est Peppa Kainen et je vais lui laisser la parole pour faire approuver deux procès-verbaux, celui du 9 avril et celui du 15 avril. Peppa. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Chers collègues, je vous propose d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 9 avril. Est-ce qu'il y a des remarques? Il y a une remarque. Claire Joyeux. J'ai juste, j'essaie de Claire, est-ce que retrouver. tu peux parler sans Oui, pardon. Oui, je vais retrouver le. C'était une remarque pour améliorer la lisibilité des comptes rendus. Sur le dernier compte rendu, je cherche à Le 23. voilà, la délibération numéro 20, à partir du numéro 23, Donc, les on a les délibérations qui sont 23, puis 23.1, 23.2, etc. Et sur celles qui sont sur les délibérations, je ne sais pas qu'on peut appeler annexes, je ne sais pas comment, le titre n'apparaît pas, donc on est indiqué le fait que la délibération a été adoptée à l'unanimité, nombre de voix, etc. Mais on n'a pas l'intitulé de la délibération. Donc pour les personnes qui lisent ce compte rendu, Celui du 9 avril ou celui du 15 avril? 15. Du 15. Je cherche le 23, je vous donne le temps d'y arriver. Pour des personnes qui liraient simplement le compte rendu, ils ne savent pas sur quoi on a voté. Et je trouve que ça manque un petit peu de visibilité. Vous les voyez je crois que c'était à la page 20. Page 21. Bon, c'est la DCM 23 et il y a 23, 23.2, 23.3. D'accord. Bon, en prenant en compte. Il y a d'autres remarques. C'est que des intitulés? Oui, non, mais on demande plus de précision. De précision. C'est L'intitulé pour chaque délibération. dans la version finale. Avec ces
Ces amendements, du coup, je laisse Stéphane faire voter. Monsieur le maire, il n'y a pas que les DCM, hein, c'est des délibérations budgétaires. On peut à la fin dire l'objet, mais d'habitude, il y a l'objet en tête. On a bien compris qu'il y avait, C'est le titre. qu'il y avait un manque encore Non, le titre en fait. C'est le titre. Non. Stéphane, avec ces amendements. Ça marche pas. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, Avec mais les amendements. y aura-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Je vous remercie. Et on commence pour le procès verbal de 15 avril. Il vous est proposé de voter le procès verbal de 15 avril. Y aura-t-il des remarques? Des abstentions? Si, une remarque, là, il était mention qu'il nous a été fait réponse comme quoi il y avait un reste à charge pour la commune de 200 000 € sur les forges mondiales. Quand on prend le tableau des APCP, c'est pas vrai. Hein. Pour le moment, en tout cas en l'état actuel des choses et des subventions obtenues, c'est pas vrai. Ben, on attend, on reste à charge sur la 200 000 € lorsqu'on aura une publication de subvention. Oui, mais en attendant, il y a quand même un gros déclare. Ben, oui, on vous dit à peu près, on vous dit que pour le moment, simplement, normalement, les notifications pour les inscrire dans les APCP, on ne peut pas les inscrire avant d'avoir une notification. On a fait voter? Non. Il y aura-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci Pépère. Bien, je suis dans l'ordre du conseil et des délégations que vous m'avez confiées. La DCM 2024-28, il s'agit d'une convention d'occupation pour le centre social intercommunal au sein de Laurent-de-Vie. En fait, on reprend une DCM antérieure pour une durée de 10 ans. La DCM 2024-29, il s'agit d'un avenant pour l'immeuble d'Efimode et donc pour un montant de 8 700 € hors taxe. Pareil pour la DCM 2024-30, il s'agit d'un avenant pour la campagne d'instrumentation sur ce bâtiment pour un montant de 2 800 € en plus. La DCM 2024-31, il s'agit de travaux sur le bâtiment du Centre B. Alors, tout ce qui concerne le Centre B, en fait, ça fait partie de la convention que l'on a avec l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand. On a donc la DCM 2024-31, la DCM 2024-32, la DCM 2024-33 et la DCM 2024-36 qui concerne cette convention que nous avons avec l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand. Donc celle-ci pour un montant de 8 080 € hors taxe. La DCM 2024-32 pour un montant de 4 325 € hors taxe. La DCM 2024-33 pour un montant de 1 520 € hors taxe. Et la DCM 2024-36 pour un montant de 3 500 € hors taxe. La DCM 2024-34, il s'agit de modification du plan local de l'urbanisme sur 3 dossiers et pour un montant de 15 000 €. La DCM 2024-35, il s'agit d'une création de régie temporaire pour la boutique de la Pamparina. La DCM 2024-37, la 36, on vient de la faire. Il s'agit d'une convention d'occupation à titre temporaire du logement 1 rue Pasteur, l'association Les Cieux des Mondes. La DCM 2024-38, il s'agit aussi d'une convention d'occupation à titre temporaire de ce même logement avec, en fait, c'est grosso modo pour l'université de Lyon, dans le cadre des fouilles qui sont faites sur le chantier des Millières.
Y a-t-il des interventions et des questions? Monsieur Barrault. Pour la DCM 28 sur la convention d'occupation pour centre social intercommunal, l'occupation donne lieu à un loyer, à une prise en charge des charges. Oui, évidemment. Comme il y a que nous avons avec alors, c'est ça, alors, pour le coup, en fait, on valorise on le valorise dans le cadre de la convention que nous avons, convention tripartite avec Cabaret Montagne et l'État. On n'a pas de montant, c'est pas indiqué la valeur. On n'a pas Alors, c'est pas indiqué dans la convention, par contre, on l'a. Non, on l'a pas dans l'annexe. On vous répondra par écrit. C'est juste pour pouvoir la lire, parce que Oui, c'est pas complet, quoi. D'autres questions? Allez, Oui, moi je voulais avoir un peu plus d'explications par rapport à la convention que signent les architectes et les différentes DCM qui ont été notées tout à l'heure. On est là pour 17 000 €, plus de 17 000 €. Moi je voudrais avoir un peu plus d'explications sur l'intervention des architectes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça nous rapporte à la ville de Thiers. Est-ce que ce sont eux qui interviennent à l'école Georges Sand, est-ce qu'ils sont d'accord avec ou pas on a déjà eu l'occasion de parler de cette affaire en conseil municipal. En fait, on a une convention qui nous unit avec l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand, pour qu'ils puissent venir utiliser un peu le lieu du centre B comme un chantier-école, et par ailleurs, à l'époque, quand on avait le bâtiment qui était ouvert, que l'on puisse avoir une sorte d'antenne de l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand en vue d'avoir à la fois des réflexions sur l'ensemble du programme urbain de Thiers et aussi qu'on puisse avoir des temps d'échange sur la ville de Thiers. Peut-être que David peut préciser un peu ce qui s'est fait dans les dernières années. L'idée étant quand même d'avoir à la fois un savoir qui revienne sur le territoire, et deuxièmement, que l'on puisse, en travaillant en partenariat avec les artisans, faire évoluer des pratiques sur les modes de construction sur le territoire. C'est bien une manière aussi de ramener de la jeunesse sur le territoire que nous avons à l'esprit, puisque on peut avoir jusqu'à une trentaine, une quarantaine d'élèves qui viennent sur le territoire et qui peuvent nous accompagner, en tout cas dont les professeurs nous accompagnent sur un certain nombre de dossiers, et en particulier, on a des réflexions qu'on a partagées avec eux et qu'ils ont portées. Oui, donc juste pour préciser la teneur des travaux, donc ça n'a rien à voir avec l'école Georges Sand, c'est pas du tout les mêmes architectes qui interviennent au centre B. Là, c'est vraiment le corps enseignant de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Et donc, c'est dans le cadre d'un master, donc c'est des étudiants en 4e année qui interviennent avec leurs enseignants sur des thématiques liées à du bâtiment ancien en centre-ville, centre historique, et avec des thématiques de rénovation de bâtiments à vocation patrimoniale. Donc c'est un travail qui est fait à la fois avec l'architecte des bâtiments de France, mais qui est fait aussi en concertation et en partenariat avec des artisans locaux, comme l'a dit Monsieur le maire. Ces artisans viennent tous, cette année en tout cas, du territoire, en tout cas du bassin thermois. Et donc c'est très formateur pour les étudiants parce que c'est une concrétisation des projets qu'ils voient au stade d'études sur le bâtiment du centre B, et ils interviennent sur des petites parties du bâtiment, mais pour expérimenter des choses in situ avec les artisans pour apprendre plus le métier de manière pragmatique et concrète sur le terrain. Voilà. Oui, le centre B ayant vocation, comme vous l'avez expliqué, à être revendu, est-ce qu'on n'aurait pas pu modifier un petit peu la convention pour s'occuper d'autres bâtiments, hein, tout en gardant un côté formateur pour ces architectes? Mais disons que pour l'instant,
même si on a l'esprit de pouvoir le vendre, c'est pas encore une décision qui a été prise. Et de toute façon, pas dire qu'il y a un travail qui est entrepris avec eux pour voir les conséquences de ce qui nous arrive. Toujours est-il que la valorisation du bâtiment, de toute façon, sera prise en compte aussi au niveau de la vente si nous vendons les gamins. Oui, juste pour préciser qu'avant, les 2 dernières années, 3 dernières années, l'école d'architecture intervenait sur un site occupé, où il y avait encore des associations et le conservatoire qui occupaient les lieux. C'était assez compliqué pour eux de pouvoir intervenir. En plus, avec les entreprises, il fallait qu'on cale les travaux dans le bon créneau pour que ça gêne personne. Là, c'est beaucoup plus simple pour eux, maintenant que le bâtiment est vide. Et après, c'est vraiment une expérimentation assez singulière, hein. Ça n'existe pas partout en France, c'est assez unique, en tout cas dans la région. Le fait de mettre à disposition un bâtiment à l'école d'architecture pour des expérimentations dans ce cadre-là, ça fait beaucoup parler en fait autour, et ça ramène des étudiants au-delà du territoire qui viennent voir en fait comment travaille l'école nationale d'architecture de Clermont-Ferrand, pour prendre de l'expérience, prendre note de ce qui se fait sur notre bâtiment. Donc c'est une démarche à la fois partenariale et à la fois c'est un vrai intérêt pour la rénovation de notre patrimoine ancien, notamment dans le centre-ville où on a des problématiques liées à l'amélioration énergétique de l'habitat tout en ayant des exigences en termes de patrimoine qui sont assez contraignantes. Ça permet de travailler sur des solutions qui peuvent être à la fois vertueuses en termes environnementaux, mais aussi d'avoir des choses qui soient un petit peu plus économiques que ce qu'on a l'habitude de pratiquer avec des entreprises qui sont dans un schéma et un standard industriel. Et peut-être rajouter par rapport à ce que dit David, c'est que l'un des professeurs qui accompagne le groupe d'étudiants est un spécialiste on va dire, la relance des dynamiques sur les toutes petites villes, pas les petites villes par rapport aux métropoles, ni territoires ruraux, ni territoires métropolitains, ce qui nous met aussi en réseau sur ce genre de réflexion et par rapport à ce que nous pouvons vivre sur une ville comme Thiers, un accompagnement qui est plutôt qualitatif et qui nous permet aussi d'avoir un éclairage assez particulier et de valoriser ce que l'on peut faire chez nous de manière beaucoup plus nationale et internationale. Annie Chevalier. Oui, sur un autre sujet, c'est au sujet des avenants que vous avez signés pour l'opération Défimode. Toutes les fois, il y a des avenants. On n'arrive pas à la limite du marché. Alors, là, je rappelle, c'est pour une mise en sécurisation du bâtiment Défimode. S'il n'y avait pas d'avenant, ça serait un péril, ça serait largement pire, à mon avis, en termes d'image pour nous. Et donc, on est, par rapport à l'enveloppe qui est en train d'être recalculée, il n'y a pas de dépassement prévu à ce stade. C'était le sens de ma question. Ça fait partie, par rapport à la PCP, on est toujours dans les purs. D'accord. Et autre question, vous avez aussi signé un marché pour la révision pour la mise en route de 3 modifications du PLU. C'est où ces trois secteurs qui sont concernés? Parce que même dans les annexes, il n'y a rien dans les annexes non plus. Alors, il y a une partie qui concerne le conservatoire, on en parlait tout à l'heure. Il y a une partie qui concerne la gendarmerie, on va en parler tout à l'heure. Et il y a une partie qui concerne les gens du voyage. Et pour le coup, en lien avec Pierre de la Montagne, on a besoin de mettre en place une aire de grand passage sur une visée plutôt on va dire intermédiaire, parce que c'est pas forcément l'aire finale, mais à l'heure actuelle, on avait une aire qui servait de grand passage, qui était sur le site de Matussière, qui servait à ceci. On a vendu pratiquement tous les terrains, donc maintenant on est avec des passages qui s'installent soit sur le près des archers, soit qui peuvent s'installer sur Iloa, sur d'autres lieux au fur et à mesure des passages. Donc nous essayons de trouver des solutions qui nous permettent quand même d'accueillir dans des conditions
plus acceptable, premièrement pour la population ternoise et deuxièmement pour les gens du voyage qui viennent sur la ville de Thiers. Vous avez parlé du conservatoire, mais lorsqu'on a fait la réunion de préparation, il nous a été dit, il nous a été cité une seule opération. Elle concernait le terrain dont nous avons délibéré la vente pour la construction du cabinet médical au Cisol, qui ne serait pas possible pour cette destination-là. Ça, c'est pas pour ça, non, c'est pour le conservatoire, c'est pour la partie conservatoire, on va l'évoquer tout à l'heure, mais en fait, ça concerne le tournant vers la gare, et c'est bien de cela dont on parle. Parce que c'est pas ce qu'il y avait C'est dit pas la question, mais je ne l'ai pas écouté, cette question. Non, c'est effectivement le conservatoire est prévu, et après il y avait les médecins. Non, c'est pas du tout la place de l'Europe. Non, mais c'était pas la place. Le terrain. C'est le terrain dont nous avons délibéré la vente pour la construction de la maison médicale. On a dit, Donc c'est pas le conservatoire. Non, le conservatoire. D'accord, mais je m'excuserai, c'est pas le conservatoire, c'est la maison médicale de gare. C'est le terrain Mouchardia. Oui, c'est le terrain Mouchardia, le conservatoire. C'est le terrain qui a vers l'Atrium et les vols Cisol. Pour l'implantation, effectivement, des futurs médecins, le conservatoire dans cette terre qui serait relocalisé sur la rue Docteur Dumas, lui, ne nécessiterait pas de modification prévue. Moi, c'était la précision sur le terrain, ex-terrain Mouchardia. Donc, il n'était pas possible de construire avec cette destination-là, à cet endroit qui est prévu. Oui, tout à fait. C'est à urbaniser, donc c'est Oui, c'est l'orientation C'est l'orientation d'aménagement qui bien. Monsieur le maire, moi je voudrais revenir quand même un instant sur l'aire de grand passage. Si on fait une modification au PIU, c'est qu'on a fait un choix de terrain. Je ne sais pas si vous voulez en parler aujourd'hui. Comme je n'ai pas entendu, je n'ai vu aucune commission sur le sujet. Et deuxièmement, vous semblez faire allusion à un caractère transitoire. C'est pas possible. Une aire aux normes, ça coûte autour d'1 million d'euros. Enfin, une aire, on l'a fait, on l'a fait. Elle sera forcément définitive. C'est pas clair. Pas à ce stade, mais enfin bon, en tout cas, il nous faut une solution. Ah mais je ne veux pas. À l'heure actuelle, nous n'avons pas. Notre groupe est tout à fait favorable à la solution, à la proposition. J'ai fait au président Bernard. Mais est-ce qu'il y aura un moment, une commission, une réunion pour préparer, qui est un projet très important, socialement, et aussi, vous savez bien, politiquement. C'est une compétence qui est portée par la communauté commune, donc il faut rappeler la question. Ça sera fait. Vous êtes même déjà fait. Bien, je vous propose donc de commencer avec des tarifs pour une intervention d'huissier par personne assermentée avec Isabelle Furban. Isabelle. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vous ferai grâce des articles de loi, vous les trouverez dans la note de synthèse. Tout simplement, c'est pour vous détailler que la police municipale est souvent requise par des huissiers pour les assister à des ouvertures de portes ou reprises par les propriétaires suite au départ du locataire et naturellement après autorisation du tribunal. Parfois, ce sont des élus qui sont saisis. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune tarification pour dédommager le temps des agents. Certains huissiers faisaient un don qui était de 15 € généralement, mais celui-ci n'avait aucun caractère obligatoire et nécessitait un temps administratif assez long pour l'accepter. Dans un souci de transparence et d'équité, il vous est proposé de mettre un tarif en place pour ce type d'intervention, basé sur le même montant que les dons pratiqués jusqu'à présent, à savoir un montant forfaitaire de 15 €. Aussi, il est proposé au conseil municipal de confirmer le principe de mobilisation d'un fonctionnaire municipal assermenté dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution
d'approuver la mise en place de ce tarif forfaitaire à appliquer à l'huissier pour cette procédure et d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci Isabelle. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une adhésion à une communauté professionnelle territoriale de santé. En fait, pour faire un bref, c'est une forme institutionnelle qui permet des coopérations entre personnels de santé libéraux sur un territoire, permettant des coopérations entre eux tous. Et donc, il y a un CPTS qui est porté sur le bassin de Kernoin. La ville peut y adhérer, et donc nous proposons de pouvoir adhérer pour faire valoir un peu les intérêts qui sont les nôtres. Y a-t-il des interventions sur ce point? Le CPTS, il existe déjà au niveau intercommunal, donc on n'a pas très bien compris la raison de l'adhésion de la ville, d'une part, et puis d'autre part, c'est une bonne chose, mais c'est pas ça qui augmentera l'offre de santé, ça ne dispense pas donc de continuer à travailler en ce sens. Voilà, sur le rôle de la ville, puisqu'on est déjà représenté via TDF. On est déjà représenté via TDF, effectivement, mais je suis assez surpris par votre intervention, vous demandez d'agir en matière de santé. Je préfère être au premier rang, et sur ce dossier comme sur les autres, peut-être que Martine pourrait intervenir aussi, sur la maison médicale de garde. On travaille effectivement main dans la main avec TDM, on travaille main dans la main avec l'ARS et du coup dans le cadre du CPTS, mais le CPTS vient juste de démarrer et il nous semble que pour montrer aussi, en plus c'est vous regarderez les coûts qui nous sont demandés, c'est quand même extrêmement minime en termes de coûts, ça nous permet d'être au premier plan et en tout cas de faire valoir les intérêts de la ville. Martine. Oui, 2 mots pour compléter l'adhésion, je rappelle, pour 20 € de la ville à la CPTS. C'est une manière, comme dit Stéphane, d'être partenaire, d'être aussi là, bien que TDM le soit, mais moi, personnellement, j'y tiens particulièrement, et bien évidemment, ça ne nous dédouane en rien, Eric, du travail que nous faisons avec de prospective avec les médecins. C'est un plus. Et je rends hommage aussi, puisqu'on peut le faire, à la personne qui le porte. Depuis le début, c'est le docteur Baranger qui aura fait beaucoup sur le secteur pour toute la question médicale. D'autres interventions? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je laisse la parole de nouveau à Isabelle Furgon pour une convention politique des déchets, emballage avec CTO. Alors, il y a un peu plus d'un an, nous avons signé une convention avec Alcom, qui est un éco-organisme agréé par l'État pour mettre en œuvre la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur, à savoir la REP, de produits de tabac équipés de filtres, autrement dit de mégots de cigarettes. Depuis, l'éco-organisme nous a accompagnés par la livraison gratuite de plusieurs milliers de cendriers de poche qui ont été distribués lors de toutes nos manifestations, Port-Barina, Fort-Montreuil, Marché de Noël, Saint-Bourg-Jonatière, etc., qui sont disponibles à l'accueil de la mairie, ainsi que sur tous les sites touristiques de TDM en lien avec la Catige, donc sur les plans d'eau notamment. Sous peu, toujours sans aucun frais, Alcom nous fournira 12 cendriers de rue et 120 éteignoirs à Corbeil. Selon le même principe, et toujours sans aucune dépense pour la commune, il vous est proposé de signer une convention avec Citéo. Cet autre éco-organisme né de la fusion d'éco-emballage que tout le monde connaît et Ecofolio et dont l'activité est réglementée par un agrément d'État a pour mission de réduire l'impact environnemental des emballages et papiers dans le cadre de la REP, soit les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans les emballages. Citéo perçoit des contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de financer les collectivités territoriales qui assurent le nettoiement des déchets d'emballage ménager abandonnés. Ainsi, dans le cadre
dans le cahier des charges d'agrément de Citeo a été modifié notamment pour encadrer la prise en charge des coûts visant au nettoiement et à la réduction des déchets abandonnés sur l'espace public. Les coûts à couvrir concernent tous les emballages de fast-food ou boulangeries industrielles bien connues sur la commune et autres canettes que nous croisons tous aussi bien dans le centre-ville que dans les fossés, sur le bord de nos routes et dans la nature en général. La ville s'engage à continuer à assurer les opérations de nettoiement de ces déchets abandonnés, ainsi que des actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballage ménager dans l'environnement. En contrepartie, la signature de la Convention donne lieu au versement de montants annuels au titre de cette lutte contre les déchets abandonnés. Dans le cas de tiers, ce montant est de 36 704 € par an. Considérant l'intérêt que présente pour la ville de Thiers la Convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus proposée par Citeo, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention telle que définie ci-dessus pour la période du 15 mai 2024 au 31 décembre 2025 et d'autoriser le maire à signer la dite convention avec Citeo et tout document se rapportant à la présente décision. Merci Isabelle. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je laisse la parole à David de Rossi pour un retrait du syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Saint-Rémy. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, on en avait déjà parlé lors d'un dernier conseil. Il vous est proposé, dans son contenu plus explicite cette fois-ci, de se retirer du syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Rémy-sur-Durol. Pour rappel, la ville de Thiers participe au syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Rémy-sur-Durol pour 200 abonnés. Il y a une petite erreur dans le texte, c'est 200 abonnés, pas 200 personnes, qui concerne les villages de Membrin, Château-Gaillard, Bellevue, Granitia, Fourniou, Lombard, Charplat, Loyer, Le Chêneron. Il est proposé donc de sortir du syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Rémy. Celui-ci va être dissolu et l'ensemble des communes membres de ce syndicat vont adhérer au syndicat intercommunal Rive-Droite de la Dore. Et ce ne sera pas le cas de Thiers puisque nous allons passer une simple convention étant donné le faible nombre d'abonnés qui sont concernés. Ce sera uniquement une convention pour le traitement des eaux usées de ce secteur. L'acheminement restera à la charge de la régie des eaux de Thiers. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande de retrait de la commune de Thiers du syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Saint-Rémy-sur-Durol au 31 décembre 2024 et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je laisse la parole à Hélène Goudon pour une mise à jour des tarifs municipaux sur le service périscolaire de la commune. Hélène. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc en effet, il s'agit de la mise à jour des tarifs municipaux pour les services périscolaires à compter de la présente délibération. Donc je précise que si vous vous rappelez, en reprenant les anciens tarifs, il n'y a pas de modification particulière, hormis effectivement la suppression de toute la partie restauration de la maison des associations qui n'a plus de lettres. Néanmoins, l'objet essentiel de cette délibération est de faire valoir la modification à compter de cette date, à savoir nous n'aurons plus comme jusqu'à maintenant à passer d'année en année, puisqu'avant on était sur une année scolaire. Donc chaque année on revotait les mêmes tarifs, puisque la volonté politique est effectivement sur la prise en charge, sur les repas et les garderies au niveau des écoles, de ne pas faire d'augmentation, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est uniquement pour ne pas avoir à revenir dessus d'année en année. Voilà, si vous avez des questions. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs applicables pour les services périscolaires et d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Claire Joyeux. Oui, nous ne voterons pas contre cette délibération. Simplement, nous regrettons qu'un travail ne soit pas engagé sur la mise en œuvre de tarifs au quotient familial, permettant ainsi à des familles en grande précarité de bénéficier de tarifs, même s'ils sont relativement bas, mais pas tant que ça.
de bénéficier de tarifs. Je pense que ça aurait été un débat intéressant à avoir en commission, parce que nous pensons que la mise en place de ce tarif au quotient ne revêt pas forcément un caractère, ne sera pas forcément plus cher, ne reviendra pas forcément plus cher à la commune, puisque les choses peuvent s'équilibrer avec les tarifs pour les personnes ayant des revenus très bas, voire pas de revenus, équilibrés par des personnes dont le tarif soit augmenté du fait de leurs revenus très importants ou voire très importants. Donc c'est un vrai regret que ce débat-là ne soit pas engagé et que cette mesure, qui était un vote que vous avez porté, ne soit pas mise en œuvre. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé lors des commissions affaires scolaires. Effectivement, vous l'avez déjà dit, et on est tous d'accord pour travailler sur cette perspective de tarifs solidaires. Donc, la réflexion est en cours. Nous sommes actuellement en pleine collecte de données, puisqu'il nous faut quand même des données qu'on recense auprès des familles, de façon à pouvoir faire une étude de faisabilité, mais chose que je vous ai déjà dit et que le maire a déjà dit, c'est une volonté politique, c'est inscrit dans notre programme. On n'avait pas parlé de gratuité, parce qu'effectivement, on ne voulait pas aller jusque-là par prudence, mais en tous les cas, la tarification solidaire pour permettre aux plus vulnérables d'avoir accès à la cantine, c'est toujours dans notre esprit et on travaille dessus. Oui, je suis d'accord, mais c'est dommage que ça n'ait pas été mis, ce travail n'ait pas été mis en œuvre en amont. Alors, comme on s'y était engagé, nous collectons les données. Alors, effectivement, ça a pris un peu de retard, je vous le conseille. Ceci étant, une fois les données collectées, on aura l'occasion, lors de commissions, soit ordinaires ou extraordinaires, de vous inviter, ceux qui veulent travailler, ou en tous les cas, écouter les perspectives auxquelles nous, on pense, de venir à une commission et il n'y aura aucun souci pour avoir des échanges sur ce sujet. Mais c'est une réponse que je vous ai déjà formulée et l'optique n'a pas changé. Oui, non, mais voilà, ça c'est des choses, voilà, pour des raisons. Il y a aussi un sujet, hein, c'est que je crois que vous n'avez pas voté le budget, vous étiez contre la hausse des impôts et vous demandez en plus des baisses de tarification. Non, c'est faux, je viens de dire que. Il y a un moment, un peu de cohérence ne nuirait pas. Alors, juste Je me permets de terminer. Un peu de cohérence ne nuirait pas et Hélène a rappelé, hein, c'est une décision politiquement que nous portons, mais nous la faisons en cohérence aussi. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on a des moyens d'agir en ce domaine que l'on peut proposer des baisses de tarification. On ne peut pas faire à la fois des baisses de tarification, une non-augmentation des impôts, il y a un manque de cohérence. Alors, monsieur le maire, je suis désolée, mais peut-être que vous n'avez pas entendu la partie de mon intervention qui expliquait que lorsque ça se met en place, les choses s'équilibrent. Et ce n'est pas forcément un coût supplémentaire, puisque certains payent plus, d'autres moins. Et donc, du coup, j'aimerais savoir ce que ça a donné, puisque ça a été expérimenté, je crois, pour les tarifs du conservatoire, puisque ils sont passés, je crois, au quotient familial. Quel est, à l'arrivée, est-ce qu'effectivement, ça représentait un coût important? Voilà, on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Je pense que ça peut faire partie des éléments de débat que nous pourrions avoir dès que possible. Donc, je vous redis que prochainement, je n'ai pas de date, puisque les travaux, au moins administratifs des services, sont en cours, mais lorsque nous serons en capacité de travailler avec vous et de se concerter, on le fera avec plaisir. Je rappelle néanmoins, puisqu'effectivement, ça fait partie de notre programme et c'est une volonté, il y a déjà une volonté qu'on a mis en œuvre, c'est celle de ne pas augmenter. Quand énormément de communes ont augmenté au vu de l'inflation leurs tarifs de cantine et de garderie, et à la limite, c'est pas la charge la plus importante, mais au moins sur les denrées alimentaires et les fruits qui ont explosé, on a gardé le cap et on a maintenu des tarifs plus que raisonnables, puisqu'on a un tarif à 3 € le repas. On est quand même sur une des collectivités les moins chères en termes de tarification sur le repas scolaire. C'est bien pour ça que dans l'introduction de mon intervention, je dis que nous voterions cette délibération. Mais très bien, merci. Tu as bien fait d'intervenir sur la partie conservatoire, parce qu'effectivement, on l'a expérimenté depuis quelques années. Et depuis qu'on a mis en place justement la tarification au quotient familial,
On était à 252 élèves au conservatoire, à cette année à plus de 504 élèves, c'est-à-dire qu'on a doublé quoi, le nombre d'élèves. Par contre, on n'a pas doublé la partie recette. En termes de recettes, enfin, je ne vais pas trop parler comme ça parce que c'est l'accès à la culture. Produit. Par contre, malgré tout, on a quand même plus de rentrées financières c'est guère plus qu'à 252 où les élèves payaient environ 700 € de participation au conservatoire. Donc, je rejoins en tout cas sur l'étude, je veux dire, travaillons sur le quotient et effectivement, on aura les fruits avec davantage d'élèves et peut-être plus de bénéficiaires. Je rappelle que sur la partie tarification, on a fait des vrais choix. Sur la cantine, Hélène m'a rappelé l'augmentation des tarifs de la cantine, la médiathèque, la gratuité de la médiathèque. Voilà. Tout ça, ce sont des choix forts, profonds, qui nous permettent aussi d'avoir à la fois un accès à la cantine, un accès à l'alimentation pour l'ensemble des terminaux et des terminaux, particulièrement les plus fragiles. D'autres interventions en voix française? Martine. Oui, je voudrais juste rajouter qu'on avance dans le sens, puisque sur la partie qui est supprimée, il s'agit du restaurant pour les aînés, nous sommes, et tu le sais Claire, depuis que c'est géré par le CCAS, nous sommes au quotient familial. D'accord? Donc, je sais que j'en ai déjà parlé avec ma collègue et qu'on avancera dans ce sens. Bien, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'un portage foncier par le PF-SMAF sur des parcelles qui sont sur le secteur du Faux en vue de la relocalisation des services de gendarmerie, pas simplement du Haute-Ville, mais pas Haute-Ville, Belleville, et de l'ensemble des services de gendarmerie. Et donc j'imagine qu'il y aura des interventions et je vous laisse aux uns et aux autres la parole. Monsieur Bouclon. D'abord, monsieur le maire, nous sommes évidemment favorables au relogement de la gendarmerie. C'est la politique du ministère de l'Intérieur que de regrouper les compagnies, les brigades, etc., de mieux les loger et ça joue en faveur de l'attractivité, de la moindre rotation des gendarmes. C'est pour ça que nous sommes perplexes devant cette affaire. Favorables au principe, par contre, nous sommes très perplexes. D'abord sur le choix du terrain. Je suppose que c'est la gendarmerie qui l'a fait. Alors qu'on est en zone agricole, c'est un terrain actuellement cultivé. Donc on est contraire au principe de zéro artificialisation. C'est un problème. Ensuite, d'autres terrains étaient possibles. Je pense au parc de la Roche, qui fait la même surface, à peu près 3 hectares. Du mal à comprendre. Alors que nous, on cherche à le vendre, qu'on n'ait pas pu faire affaire. Bon, je suppose que vous avez vu ça avec eux, vous nous direz. Et enfin, troisième point, ce n'est pas dit, mais si l'on comprend bien, la brigade côtière qui est située en face de la mairie serait également regroupée au Faux, complètement éloignée du centre-ville, alors que c'est quand même l'emblème de l'État au centre-ville, face à la mairie. Je pense que c'est un symbole important. Bon, je ne pense pas que ça nuise énormément à l'efficacité. Il pourrait très bien être logé au Faux ou ailleurs, mais avoir un minimum un bureau pour recevoir en centre-ville. Voilà. Donc, nous sommes très dubitatifs et plutôt enclins à nous abstenir dans cette affaire. Nous ne sommes pas contre le relogement, mais nous ne sommes pas pour cette solution-là. Alors, je vais faire le porte-parole de la gendarmerie parce que nous sommes des accompagnants de projet, nous ne sommes pas de l'initiative du projet. Vous avez certainement vu sur Histoire et Anvers une volonté similaire de regroupement des corps de gendarmerie pour des raisons de mutualisation de l'espace. Par rapport aux questions que vous évoquez, bien évidemment, on a envisagé toutes les solutions. Très clairement, il y avait des exigences
en termes plutôt de terrain plat, en termes plutôt de différentes sorties du lieu de gendarmerie, c'est-à-dire pas une seule route mais plusieurs routes, ça réduit énormément les possibilités. Et il y avait aussi une exigence en termes de mètres carrés nécessaires, donc des terrains avec le nombre de mètres carrés nécessaires, plutôt plats, à des coûts qui soient supportables par les forces de gendarmerie, et par ailleurs avec aussi des terrains qui ne posent pas de problème en termes de sécurité. On a travaillé pendant ça fait pratiquement 2 ans et demi que l'on cherche des terrains, avec un nombre de possibilités qui était relativement réduit. Très clairement, donc du coup, le parc de la Roche n'était pas intéressant pour d'autres raisons. En plus, le coût est important, mais en plus, il voulait un terrain plat, donc c'est pas tout à fait le cas. Et plutôt excentré, il souhaitait être entre grosso modo le centre-ville et l'autoroute, avec un risque qui était aussi pour nous à prendre en compte, c'est que bien évidemment les services de la préfecture étaient à nos côtés plutôt pour une exigence que le terrain soit sur terre, mais ce n'était pas une obligation non plus. Donc on a aussi pour vocation d'accompagner au mieux les forces de gendarmerie dans leurs souhaits. Par rapport à l'autre question que vous posez, qui a été aussi une question que nous avons posée par rapport au centre-ville et le siège, au moins pour partie, de forces de gendarmerie en centre-ville. Eux nous ont clairement signifié qu'ils étaient contre. Pour le coup, on a reçu le gendarme, le général à l'époque du corps de gendarmerie du Puy-de-Dôme. Ils veulent regrouper l'ensemble. Alors, ils nous font part que leur mode d'intervention s'est fortement modifié. Ils sont plus sur des forces mobiles que sur des lieux statiques. Et donc, ils ont vocation à tourner aussi bien en centre-ville qu'en dehors de la ville. Si vous regardez les autres projets sur d'autres lieux en France, on n'est plus du tout sur des gendarmeries en centre-ville, ce qui était un peu la vocation initiale des gendarmeries. Donc ça, c'est pas une politique que la ville de Thiers porte en propre, hein, c'est une politique qui est portée par les corps de gendarmerie, qui peut être critiquable. Vous avez évoqué le zéro artificialisation nette. Bon, c'est peut-être là, pour le coup, c'est aussi pour des raisons de coût, hein, très clairement que l'opération est portée plutôt sur des terrains nus. Donc, nous, on avait vocation, dans le rôle partenarial qui est le nôtre, et aussi parce que les forces de gendarmerie sur terre sont un élément important, et nous avons vocation à être aux côtés des forces de gendarmerie. Nous avons travaillé avec elles en essayant de faire en sorte de trouver la meilleure solution. C'est en tant que je transmets une parole qui n'est pas forcément la mienne, mais je respecte ce qui nous a été dit et je vous en fais pas. Voilà. Et le logement qu'on est en train de réhabiliter, c'est maintenu de toute façon. Oui, alors ça a été évoqué dans l'équation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même temporalité. Et surtout, ils vont prendre en compte une augmentation des loyers pour que l'opération, pour nous, soit une opération blanche. C'est-à-dire que dans l'opération que nous avons en centre-ville et l'opération qui va prendre beaucoup plus de temps sur le Belleville, l'opération de rénovation des logements des gendarmes sera une opération qui ne sera pas complètement blanche pour nous, mais devrait l'être. L'asymptote est quand même celle-là. Et je rappelle qu'à l'heure actuelle, si on doit relouer ces logements, au vu des nouvelles exigences portées par les lois,
en termes d'isolation énergétique, nous ne serons pas en capacité de le faire. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne opération parce qu'au moins on aura des logements qui pourront être reloués derrière, alors soit que l'on revend, soit qu'on reloue directement. Et c'est aussi en ce sens que les deux opérations ont été portées conjointement. Très clairement aussi, il y a ces logements ici, par rapport à des logements comme à Lezou, on est plutôt sur des petits pavillons. Ça rend plus difficile aussi de conserver sur place les équipes de gendarmerie. Donc, malgré tout, par rapport à ce qu'ils visent, et même si sur certains points je peux entendre ce que vous dites, c'est aussi un moyen de pérenniser les gendarmes eux-mêmes sur notre territoire. Monsieur Baradon. Oui, nous partageons les inquiétudes de notre groupe d'opposition sur le point de la sécurité, parce qu'il y a certes la manière de travailler de la gendarmerie, mais il y a également une sécurité induite, hein, c'est-à-dire que quand des gendarmes habitent quelque part, la zone autour de l'endroit où les gendarmes habitent est souvent un petit peu plus calme que les quartiers plus distants. Et donc, la descente de ces logements et également le fait qu'il n'y ait plus les logements en bas peuvent se dire, on peut penser que le fond n'est pas le quartier le moins sécuritaire de la ville. Par ailleurs, en dehors de ce problème qui sera quand même important, il y a une chose qui nous préoccupe, et c'est le montage financier, parce qu'on comprend bien que si la commune fait portage financier par le PF SMAF, il faut avoir un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage. Vous avez, ou la gendarmerie a un maître d'œuvre là-dessus, parce qu'il existe un risque, et on l'a vu dans la dernière livraison de la Gazette des communes, à partir du moment où une mairie est partie à acheter le terrain, que nous, on se retrouve maître d'ouvrage sur des bâtiments qui vont être à 6 à 12 millions d'euros à peu près. Alors, on n'a pas vocation à payer pour l'opération des gendarmes. Hein. On fait une opération qui permette aux gendarmes, après, soit d'acheter leur terrain, ce qui n'est pas ce qu'ils privilégient pour eux, ils privilégient plutôt un portage avec un bailleur social, quel qu'il soit. Donc ça, on leur laissera l'opportunité de le dire. Après, il faut voir ce qui se passe sur d'autres zones. Il y a un accompagnement financier un peu induit, donc on verra ce qu'il en sera à terme, mais on n'est pas sur le portage encore, donc on ne sera pas maître d'œuvre ni maître d'ouvrage. Pour le reste, par rapport aux remarques que vous avez faites, on a une gendarmerie en 2 sites. On ne peut pas dire que ça règle les problèmes de sécurité. Moi je peux entendre les tenants les termes du débat tels qu'ils sont posés. Encore une fois, ce n'est pas une décision qui nous est propre. Nous, on accompagne et on fait en sorte que nos relations avec les corps de gendarmerie soient les meilleures possibles. Madame Chevalier. Oui, ben écoutez, nous on déplore vraiment le projet de fermeture du bureau du centre-ville parce qu'il a quand même son utilité, même s'il a des heures d'ouverture, etc., il a quand même son utilité et sa présence et une accessibilité qui est à reconnaître. Par contre, dans le projet là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur les montages financiers, qui prend les risques, qui paye le délai, etc. Et par rapport à la dernière question qui est à l'ordre du jour de ce conseil ce soir, où vous nous demandez de porter une motion de soutien solidaire des communes pour vis-à-vis des désengagements de l'État, vis-à-vis des charges, etc. Là,
moi je me pose la question, je me dis, mais enfin, cette délibération qui nous sollicite pour porter le terrain, pour avancer tout ça, pour le regroupement de ces gendarmeries, en dehors du fait qu'on veut contester le principe de regroupement, hein, parce qu'il y a quelques années, quand le territoire était séparé entre zones de police et zones de gendarmerie, il a été unifié en zone de gendarmerie au prétexte d'être plus efficace, d'être plus logique, etc. Et avec moyens constants. On a vu au fur et à mesure des années ce que ça donnait, d'accord. Mais là, on est vraiment, nous on a discuté très inquiets par rapport au montage financier, au délai et au signe qui sera donné à la population et à tout le territoire sur cette fusion, regroupement qui finalement n'apportera pas un service, c'est la crainte, n'apportera pas une amélioration dans le service et contraindra encore la commune à porter des responsabilités sur une compétence dont elle n'en a pas la charge. C'est ça le souci. On va pas s'avancer là-dessus. Il ne nous a pas demandé à ce stade un portage du dossier. Donc moi je reste sur la parole qui m'a été donnée. À ce stade, ce n'est pas le cas. Moi ce que j'ai entendu sur Ambert, c'est qu'il y a effectivement une coparticipation à l'avenir. Bon, on verra ce qu'il en sera à terme. Parce qu'effectivement, vous voyez vous-même que les décisions budgétaires récentes font que je ne m'avancerai pas moi, sur ce qui nous sera demandé. En tout cas, on ne peut pas imposer au conseil, il y aura un retour dans le conseil municipal et le conseil municipal tranchera. C'est autre chose. Sur la première partie, il faut quand même avoir à l'esprit qu'en accompagnant le projet, on assure la pérennité du corps gendarmerie sur la ville de Thiers. Si on est sur un point de blocage, on peut imaginer, parce que très clairement, c'est une volonté expresse et insistante là-dessus, on peut entendre, parce que c'est une décision politique nationale qui s'applique sur les différents territoires. Nous, on est là en accompagnement, encore une fois, de ce projet. Merci. Moi, je suis vraiment étonné du décalage qu'il y a, encore une fois, entre les grands discours et les actes, auxquels il nous est toujours fait, en matière de politique environnementale et de dynamisme du centre-ville. Il y a toujours une réponse qui nous est faite sous forme d'une bonne raison ou de quelque chose auquel on peut échapper. Mais là, on parle d'artificialiser donc 3 hectares de terre agricole encore, puisqu'on va artificialiser le terrain de Mouchardia aussi pour le centre de santé. On a échappé de peu à l'extension de 25 hectares de la zone industrielle de Felay. Concernant le dynamisme du centre-ville, le projet de santé se fait en bas de la ville, l'urbanisme va descendre, certains projets dedans vont descendre, on éloigne le conservatoire. Est-ce que j'en oublie Alors, en gros, on éloigne les services et après on prétend ne pas favoriser l'étalement urbain. Ça me semble un non-sens. Vous ferez remonter vos remarques au service de l'État. C'est ça la réponse. Pourquoi le Val de la Roche a été abandonné si vite? Pourquoi le Val de la Roche a été abandonné si vite? Est-ce que ça les intéressait pas, simplement? On a le droit de poser quelques exigences. Oui, Toujours est-il j'écoute, j'entends, c'est assez ubuesque quand même ce débat, parce que des deux côtés, alors j'ai l'impression que d'un côté il y a un peu le monopole de la sécurité, ce qui n'est pas le cas, hein. On est aussi là pour la sécurité, c'est une conversation que j'ai eue déjà avec un certain nombre de vous, chers collègues. Donc la sécurité d'un côté, l'environnement de l'autre.
j'ai vraiment, et je rajoute, Johan, tu nous dis que les services publics s'éloignent, effectivement, du centre-ville, le faut. Eric nous propose le parc de la Roche. Alors moi, je voudrais dire, parce que relever ce que disait le maire tout de suite, vous croyez bien, chers collègues, qu'il y a des communes, par la voix de leur maire, qui n'attendaient que ça. Autant, parce qu'on en reparlera, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai que l'aire de grand passage intéresse moins, mais la gendarmerie, croyez bien qu'elle intéresse, même sur une commune très proche, presque limitrophe. Donc, tout ce débat, j'ai envie de vous dire, mais des deux côtés, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on se comporte? Comment on peut porter ce dossier quand on a en face l'État? Je voudrais rajouter à Annie, puisqu'elle l'a évoqué tout à l'heure, lorsque Thiers a été la zone police a été supprimée, j'étais très jeune, mais je m'en souviens, il y a eu des tas de manifs, on s'est mobilisé, on a vu ce que ça a donné, on n'y est pas arrivé, mais moi ce que j'aimerais bien, une fois, parfois, dans cette assemblée, qu'on soit un petit peu constructif, parce que critiquer pour critiquer, ça, et si vous saviez comme j'aimerais bien le faire, je sais peut-être c'est merveilleux, mais vous ne croyez pas qu'il faudrait qu'on avance? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas à nous de tenir par la main, Martine, pour donner des réponses. Moi, je constate qu'on dit on enlève des friches, en fait, on en crée sans arrêt. On dit qu'on arrête d'artificialiser, on artificialise sans arrêt. On fait de l'urbanisme comme il y a 50 ans. Je constate, c'est tout. Et il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Et quand j'entends, M. Brouillard, que vous me dites, pour des questions de coût, il est évident qu'on ne peut pas, mais pourquoi vous croyez qu'on a fait comme ça depuis 50 ans l'urbanisme? C'est juste pour des questions de coût, c'est en ça qu'on évite la difficulté du... C'est pas vers moi qu'il faut tourner pour dire ça. Là, pour le coup, il y a un projet de l'État. Donc, allez voir le service de l'État. Et puis, vous verrez ce qu'ils vous diront. Francisco. Je ne parlais pas de toute façon seulement de ce sujet-là, je parle du cumul. Je fais un constat à un moment T, je parle du cumul. Ce projet peut-être était, on ne pouvait pas le faire autrement, mais il y a bien d'autres choses qu'on pourrait faire autrement en essayant de travailler dessus en amont, et c'est pas fait. Je suis désolé, tu l'as dit toi-même, il y a eu un abandon de la zone d'activité économique sur le sud de Felay. C'est pas un petit sacrifice, hein. C'est pas un petit sacrifice. Mais je ne pas ça à moi, c'est vous qui partiez dessus pour, au départ, on a fait le choix de ne pas artificialiser. Je rappelle simplement qu'à l'heure actuelle, on a l'ensemble du bassin qui, en termes économiques, est plutôt en boule. C'est-à-dire que les industries recherchent justement à plutôt s'agrandir là où pendant les années elles ont plutôt recherché elles pouvaient se contenir puisqu'il y avait plein d'entreprises qui fermaient les unes après les autres. On n'a pas de terrain à leur offrir. Voilà, ça c'est un fait. Et qu'est-ce que vous faites pour trouver des terrains, pour en viabiliser, pour... Tu peux pas nous dire d'un côté. Mais on est obligé de faire des blocs, de chercher automatiquement des blocs de 25 hectares. On parle de requalification de friches, tout ça. Je ne sais pas si tu te rends compte du temps qu'il faut pour sortir une zone d'activité économique. Ça veut dire révision du schéma de cohérence territoriale, modification du PLU, études environnementales sur la zone. On parle de 5 à 10 ans. D'accord? Il n'y a pas de dire qu'est-ce que vous faites. On travaille quand même sur le dossier. Mais à partir du moment où on a décidé, en cohérence aussi avec le fait qu'on était sur une zone qui, effectivement, en termes agricoles, a des qualités particulières, quand même pas le cas de la zone qui
concerne la gendarmerie, hein, entre nous soit dit. Tu peux pas avoir un double discours là-dessus. Soit tu nous dis on n'artificialise pas, mais ça veut dire qu'en termes économiques, c'est un problème. Donc, nous, ce qu'on a marqué maintenant de manière assez forte, c'est qu'on va commencer une phase de révision du PLU. Il y aura, en termes d'habitat, en termes de commerce, des choix qui vont être assez drastiques pour conserver le peu de terres artificialisées pour l'industrie. Voilà, ça c'est des choix. Francis. Oui, c'est plusieurs remarques, monsieur le maire. Mon premier, excusez-moi tous pour le retard. Sur le fait de constituer un secteur attractif pour la gendarmerie, on peut se dire qu'une zone déjà viabilisée avec un prix très attractif, puisque dans ces cas-là, quand c'est pour un bien public, on peut quand même travailler sur des prix attractifs, aurait peut-être pu être un facteur de discussion plus poussé avec la gendarmerie, mais là encore, on n'est pas dans les discussions. Donc, n'y étant pas, je n'ai pas vu comment ça s'était passé. Et sur un deuxième point, c'est plutôt par répondre à Martine, je vois qu'elle me regarde en souriant. J'ai juste été un petit peu étonné par rapport à la sémantique habituelle, où à un moment, finalement, on parle d'une grande interco où on ne doit pas jouer la carte de l'individualité, et où d'un coup, les communes d'à côté nous voudraient des petites viciarités. Je suis un peu étonné de ce discours, mais je veux le dire en toute amitié. Bien sûr. Sauf que c'est petit, Francis. Franchement. Non, je suis effectivement, depuis fort longtemps, pour l'aménagement du territoire, de ce territoire, et notamment de notre Concorde. Mais il me paraît tellement logique que la gendarmerie soit sur la ville centre, que voilà, c'est tout. C'est ce qui fait c'est ce qui fait que dans le dialogue, à mon sens, il était peut-être possible, sans craindre un éloignement, parce que Thiers reste quand même la sous-préfecture, on aurait pu montrer un facteur d'attrait en peut-être baissant certains terrains. Voilà, mais bon, c'est le... On en est là. Oui, nous, on en a discuté entre nous. Devant vraiment l'importance des incertitudes qu'il y a sur ce dossier par rapport aux charges qui risquent de peser et de porter sur la ville. Enfin, ça, c'est indéniable. En plus, on n'est pas du tout convaincu comment dirais-je, que cette réorganisation va être un réel plus pour la population. On n'en est vraiment pas convaincu. Et bon, pour nous, le dossier comporte beaucoup trop d'interrogations, d'inquiétudes, parce qu'au bout du bout, la commune, elle va porter des choses, elle va investir encore, et dans le contexte des finances locales et nationales, et ben, pour nous, c'est une source d'inquiétude. Donc, la population n'y aura pas de bénéfice. Et puis, les collectivités sont une fois de plus mises à contribution pour des compétences qui ne relèvent pas d'elles. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ne fais pas les questions et les réponses. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et là, on est en train de... on ne va pas sur n'importe... on va pas sur un vote futur. Si on veut revenir dans le Conseil sur des décisions telles que tu les imagines, le Conseil aura un tranché. Sauf que ce soir, on est en train de voter un portage financier par le PF Smart. C'est tout à fait la même chose. Oui, mais du coup, il reviendra bien. Si le projet reviendra bien à la commune. De toute façon, le point essentiel pour nous aussi, c'est le fait que ce projet de réorganisation n'est pas bon pour notre population. Voilà, il n'y a pas aucun intérêt. Et la fermeture du guichet, du bureau de centre-ville est vraiment un signe tout à fait négatif. Donc nous voterons contre. Monsieur Laurent. Oui, pour expliciter, puisque sinon Madame Munoz pense qu'on est toujours dans une opposition bête. En fait, à partir du moment où on fait ce portage,
on s'engage à acheter ce terrain à l'EPF Smart à la fin. Hein, ça fait partie du contrat. Hein. On a l'exemple sur ces montages de gendarmerie qui sont quand même assez onéreux, hein, et où l'État est impécunieux en ce moment, d'avoir des durées de décision qui sont plutôt sur les 6-8 ans, on est sur 10 ans. Donc on peut se retrouver avec un terrain sur les bras et un État qui ne s'est pas lancé. Donc notre interrogation à nous, c'est à ce moment-là, la commune se trouve souvent un petit peu contrainte, si elle ne veut pas se retrouver avec le terrain sur les bras et rien solutionner, souvent à assumer un rôle de maître d'œuvre, maître d'ouvrage, souvent maître d'ouvrage plutôt que maître d'œuvre, puisque souvent on passe par un office. Donc c'était ça le sens de notre interrogation sur ce risque-là, hein, qui existe, hein, lui. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on va voter aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on va voter par la suite. Je rappelle, c'est pas quelque chose qu'on va faire aujourd'hui, je suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, on va un portage sur un terrain. Et encore une fois, des terrains, sur un des terrains, il y avait un projet de lotissement. Déjà, artificialisation, c'est pas lié à la gendarmerie, là, pour le coup, c'est simplement lié au PLU. Si ces terrains, on devait les revendre parce qu'il n'y a pas de projet de gendarmerie, on peut le faire. On ne s'engage pas outre mesure. Simplement, au moment où il y aura des décisions à prendre, et ça sera par rapport à la négociation que nous engagerons avec la gendarmerie. Moi, je sais ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On verra ce qu'il en sera plus tard, parce que j'ai vu des évolutions sur Ambert, donc je préfère les dire aujourd'hui, pas les cacher. Donc, je ne peux pas assurer complètement que le portage ne sera pas en partie fait par la mairie, mais de toute façon, ce sera le conseil municipal qui tranchera. Monsieur Beaucourt. Oui, une question quand même. Quelle part de ce terrain est actuellement constructible et quelle part va le devenir après la modification du PLU? Parce que sinon, le terrain, il est acheté à la valeur du terrain agricole. Non, il ne sera pas acheté. Ce ne sont pas des terrains agricoles, c'est des terrains urbanisés. En fait, là, c'est simplement qu'on ne peut pas mettre un équipement public au sein de cet espace. David. Oui, en réalité, c'est des terrains qui sont occupés par les agriculteurs aujourd'hui, mais au sens... Pardon ? Dans l'attente. Oui, il y a des bails de fermage. Mais dans le plan local d'urbanisme, donc au niveau de la réglementation urbaine, ces terrains sont constructibles. Ils le sont. Par contre, ils ne le sont pas pour la vocation d'un bâtiment d'intérêt général, comme le disait monsieur le maire, et donc pour une gendarmerie. Oui. C'est une zone d'aménagement d'ensemble ou c'est des terrains constructibles individuellement? Ce sont des terrains constructibles individuellement, ah, oui. Les uns à côté des autres. Oui, c'est même pas... Bien. Est-ce qu'on peut acter que le débat ait lieu? Y a-t-il des votes contraires? 3. Des abstentions? 6. Point suivant, il s'agit d'un portage foncier avec le PSMA pour un bâtiment qui est sur la rue du Docteur Dumas pour y installer un conservatoire. Y a-t-il sur ce point une intervention? Monsieur Baron. Oui, on a vu la difficulté sur la première tentative d'externalisation du conservatoire de Lens, hein, où on s'est aperçu, après avoir choisi un immeuble, qu'en fait, il y avait une chose où on ne pouvait pas toucher. On a eu une étude qui nous certifie qu'on n'aura pas de soucis particuliers pour y mettre un conservatoire de Lens, une étude d'architecte. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Si on pouvait pas, c'est pas qu'on ne pouvait pas toucher le pilier, c'est que, étant locataire, le propriétaire ne souhaitait pas que l'on touche le pilier. C'est un peu différent. Et là, en l'occurrence, on a bien évidemment envoyé
le directeur général des services techniques, avec quelques remarques techniques qui ont été faites. Et à l'heure actuelle, on est sur des interventions qui peuvent être relativement mineures, c'est-à-dire plutôt des cloisons qui sont abattues, des cloisons sur des murs non porteurs, permettant d'avoir des espaces de danse adaptés. Non, simplement, ce sont des locaux qui ont déjà été rénovés par un architecte du coin, dont je tairai le nom, et qui sont beaucoup plus adaptés à une petite réhabilitation pour pouvoir accueillir le conservatoire de danse. Et surtout, comme on sera propriétaire, on n'aura pas cette problématique de toucher des structures lourdes, même si normalement il n'y en aura pas besoin. Annie Cheval-Lenel. On n'a pas la superficie. Ouais, on n'a pas de chemin. On a regardé 27 On a 4 500 à 600 mètres carrés. C'était pas mentionné. On a bien le plan cadastral, tout ça, mais pas de superficie. Et on ne fera pas passer la superficie. C'était l'objet de notre remarque, c'est qu'en fait, on avait l'impression d'acheter un peu un âne dans un sac. Parce qu'on n'avait aucune idée de l'autre fois, on avait été visiter le conservatoire, le futur. Et là, c'est vrai que. L'ex-futur. Non, mais je veux dire, là, on ne sait pas ce qu'on achète. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'ancienne distillerie. Si, non, mais on va voir il n'y a pas de souci. On l'a visité, on n'a pas une visite. Ouais. Ou un plan, enfin, oui, ça aurait été le mieux. Non, le lieu, tout le monde le voit. On voit tous le lieu, mais personne, mis à part peut-être 2-3 d'entre vous, mais on n'a pas l'intérieur du tout, on ne sait pas comment c'est fait. Quoi. Moi, pour ma part, je n'ai. Alors, pour répondre à ta question, c'est un immeuble de bureau qui a été rénové, qui a été transformé en bureau. On peut exploiter 2 plateaux complets en tombant les cloisons, on peut récupérer des plateaux. On est sur une superficie qui est autour de 450-500 mètres carrés, puisqu'il y a également des annexes aussi derrière. C'est des travaux qui peuvent être réalisés rapidement. Et je voulais rappeler, parce que on va encore évoquer, tout à l'heure on a parlé de l'artificialisation, là c'est tout le contraire. C'est le contraire. C'est comment remettre de la vie, comment redédier un bâtiment pour un service public, comment le relocaliser, parce que s'était posé la question, c'est vrai que l'idéal pour les professeurs, même pour beaucoup de tiers-mois, c'est de dire le SFPC est failli, le contraire c'est pas mal. On crée un conservatoire immense, on n'était pas propriétaire, problème de structure, on aurait pu assumer les travaux, mais c'était compliqué, long, et il se trouve qu'on se retrouve au mois de décembre avec une urgence absolue pour relocaliser le conservatoire. Une autre des questions qui était importante, c'était en lieu et place, parce que je la vois arriver, la question, c'est de dire combien il faut injecter, et est-ce que ça ne valait pas le coup plutôt de maintenir au centre-ville le conservatoire de danse. Je rappelle que toutes les semaines, on avait des remontées de parents sur certaines choses qui se passaient au conservatoire ou autour du conservatoire, que le lieu était utilisé par des associations, en fait, c'était un lieu utilisé, on va dire que vous avez une gamine avec un tutu, elle pouvait croiser un adulte qui faisait partie d'une association. Je pense qu'on avait atteint un peu les limites d'utilisation du lieu. Nous, on a pris le parti de faire comme pour le conservatoire de musique, de trouver un lieu et de dédier un lieu à la danse, sécurisé, où il y a des espaces, et pour le coup, proche de l'autre conservatoire, dans un quartier qui a aussi besoin d'être boosté, le quartier de la Gare, parce que régulièrement, moi j'ai entendu dire quartier de la Gare, alors qu'est-ce que vous faites? Quartier de la Gare, il n'y a pas de marché de Noël. Quartier de la Gare, il n'y a pas les illuminations. Quartier de la Gare se meurt. Eh ben, on a pris le parti, on s'est dit peut-être que l'urgence du mois de décembre, eh ben, c'est un atout pour cette histoire conservatoire. Il se trouve qu'à ce moment-là, monsieur Barthélémy déménage en bas et met en vente son bâtiment. Et on a peut-être forcé le destin, mais c'est un lieu, il ne s'est pas
en termes d'espace, il est peut-être un peu juste, mais c'est un lieu qui n'est pas si mal choisi que ça, où il y a le quartier. Je rappelle aussi que pour les classes CHAM, CHAD, quelque part, on va faire des économies. Puisqu'on n'a plus les transports, on n'aura plus les transports à gérer. Donc, c'est aussi un atout. On a échangé comme ça avec des parents d'élèves. Les parents d'élèves sont assez bienveillants et j'ai même été surpris parce que moi j'étais assez sûr de moi quand on parlait du Moutier. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt ravis que ça arrive à la gare. Petit aparté pour le Moutier, comme quoi il y a des signes. En parallèle de ça, on a quand même des demandes de médecins. C'était une demande, Eric, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, et à juste titre, je pense, comment on installe des nouveaux médecins, comment on peut créer un pôle de médecins. Il se trouve que Martine a beaucoup travaillé sur ce dossier-là et que plusieurs médecins ont sollicité la ville. Donc il va y avoir quand même à l'automne une préinstallation de plusieurs médecins au Moutier. Le bâtiment, portage malgré tout ville, même si on est locataire, on a obtenu quand même l'autorisation du propriétaire. Donc l'un dans l'autre, oui, on revient en arrière sur le choix du lieu du conservatoire. Enfin, je pense que la majorité, on est assez quand même convaincu que le choix du quartier de la gare est un choix et stratégique et économique, puisqu'on est sur un achat qui va être moindre et sur des travaux qui vont être moindres. Donc c'est là-dessus que je voulais un peu argumenter et vous dire comment on avançait, sachant que là, c'est que un portage qu'on fait SMAP, on n'a pas encore réellement avancé. Gary Beaumont ? Oui, enfin, on ne prétend pas que le choix soit a priori mauvais, ni a priori bon. Il y a eu les déboires du précédent projet, il y a eu une certaine précipitation qu'on peut excuser, puisqu'il y avait quand même urgence. Voilà. Ce qui nous gêne, c'est l'absence totale d'association en amont. Surtout vous, qui émettant la démocratie participative. On a été associés en amont très bien d'ailleurs sur le projet École Georges Sand, sur les FIBOT, sur des différents sujets. Mais là, aujourd'hui, outre la gendarmerie, bon, c'est pas votre projet, la gendarmerie c'est autre chose, mais là, c'est quand même un projet de maîtrise de la ville. Je demande à écouter les arguments, mais on aurait quand même aimé voir les lieux avant de passer au vote. Les commissions, c'est fait pour ça. Voilà. Commission qui ait lieu avant le conseil, on puisse échanger. Voilà. Ça n'a pas eu lieu pour ça. Bon, après, je ne vais pas faire du stérile, mais le nombre de commissions où votre groupe n'était pas représenté, il a quand même été important. Parce que je veux bien. Philippe Parent. Oui, ce sont des bâtiments anciens, et donc, à partir du moment où on compte des cloisons, même si on a une absolue certitude qu'elles ne sont pas porteuses, on a des fois quand même des surprises dans les bâtiments anciens. Donc, si vous voulez, c'était vraiment dans le cadre, si un professionnel fait une étude, il s'engage et permet à la mairie d'avoir un choix éclairé. Par ailleurs, pour ce qui est de la zone où vous envisagez de mettre le conservatoire, pour ce qui est du projet que vous portez, nous y sommes favorables. Et donc nous voterons ce projet. Cependant, vu ce qui nous est arrivé avant à la ville, nous suggérons qu'il y ait une étude pour être sûr qu'on ne fasse pas fausse route. Vous avez abordé la localisation et la sous-location aux médecins de l'immeuble dont nous sommes locataires en bas. Il va y avoir des travaux à faire. Les frais de travaux vont être supportés par les médecins, par la mairie. Par la mairie. Par la mairie dans un premier lieu, et après dans les loyers locatifs. Vous savez, quand c'est un peu le. C'est pour ça que les locataires, d'une certaine manière, payent les travaux après, et c'est un peu ce qui va être. Je rappelle, on nous a beaucoup reproché, enfin en tout cas,
On disait qu'on n'en faisait pas assez en matière de santé, puis maintenant qu'on le fait, c'est trop. Il faudrait être un peu cohérent aussi. Quelqu'un dit que c'est trop. On n'a jamais dit que c'était trop. Où ça? Il n'y a pas de montant annoncé. Non, mais c'est n'importe On n'a jamais dit que c'était trop. On a dit que c'était trop. C'était vous qui faisiez donc. Non, mais on n'a jamais dit que c'était trop, puisqu'il n'y avait pas de montant annoncé. J'ai donné la parole à David Darossi, merci. Ah ben, Pardon, je ne vais pas répondre directement à cette question, mais rebondir sur ce que vous avez posé comme question avant, concernant la superficie globale. En gros, il faut que le BSMAF est en train de faire un travail pour pouvoir estimer, enfin pas estimer, mais faire un relevé assez précis de la superficie globale. Globalement, le BSMAF, quand on leur confie un chantier, c'est eux qui sont en charge de l'opération avec le maîtriseur bien entendu, ils prennent beaucoup de précautions. Donc en fait, ils font toutes les études préalables pour s'assurer que le bâtiment, que les cloisons, que les éléments porteurs, que les réseaux sont bien repérés et surtout qu'il n'y ait pas, ou le moins possible, de surprise une fois qu'on commence le chantier. Seulement pour qu'on commence ces travaux et que le PSMAF fasse travailler ces personnes, il faut qu'on soit propriétaire. Si on n'est pas propriétaire avant, malheureusement, on ne peut pas amorcer ces opérations. Mais si vous en êtes d'accord, et si vous voulez être associé, là il a fallu qu'on fasse les choses rapidement, vous l'avez bien compris, on pourra organiser une visite avec vous pour qu'on puisse vous présenter le projet sans problème. Bien, monsieur Baron. Et donc, vous nous présenterez, parce que là, on débat juste de l'achat d'immeubles, mais vous nous présenterez le projet avec le coût financier et les implications et les subventions. On n'a pas le coût financier total, simplement il faudra un maître d'œuvre à terme pour avoir un coût. On a une estimation qui a été faite au sein des services, mais il faudra encore affiner ce coût. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent prendre part au débat, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Attribution de marché pour la requalification du nord de la rue Conchette. Il y a eu une MAPA qui a été organisée il y a peu de temps, et donc les lots 1 sur les travaux souterrains ont été attribués à l'entreprise Sanchez. Le lot 2 sur les travaux de surface à la même entreprise, et un montant total des travaux, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on avait un montant estimatif de 916 000 €, et on fera une économie de 279 000 €. C'est quand même substantiel et c'est plutôt heureux pour nous. Y a-t-il des prises de parole sur ce point? Monsieur Cour. Cette moins-value est une bonne nouvelle, effectivement, mais alors elle comprend le traitement de la voirie, si j'ai bien compris, des travaux souterrains. Il faudra ajouter donc la végétalisation, le mobilier urbain. Ou c'est compris? Le mobilier urbain n'est pas pris. Non, si. Le mobilier urbain est pris dedans. Ça fait partie. On a deux lots en fait. On a un premier lot qui est tout ce qui est VRT, enfin réseau divers, tout ce qui est réseau souterrain, et on a un deuxième lot qui est traitement de surface avec tout ce qui est mobilier, éclairage public, etc. Tout est compris dedans. C'est traitement en surface. Ouais, traitement de surface. Je n'avais pas compris, avec vos documents, c'est pas clair. Donc la végétalisation aussi est incluse. Oui, bien sûr. Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Directeur, il peut l'air d'être. Monsieur Baron. Oui, donc pour notre groupe, on va être cohérent. Comme on n'a pas voté cette opération ensemble, on votera contre, puisque sinon c'est pas logique. Bien, du coup, des votes contraires, 3. Des abstentions, merci. Alors, le point suivant, il s'agit d'une codification des règles d'attribution des cadeaux. C'était un document qui manquait au sein de la mairie, et donc nous mettons en place de manière à rendre lisible et visible pour l'ensemble de la population les cadeaux que nous pouvons faire. Alors, il est proposé, il manque, et on aura certainement une modification dans les prochains conseils municipaux, on s'est aperçu qu'il manquait la partie liée au mariage. Donc, on aura l'occasion de revenir vers vous. En général, on donne des cadeaux, alors c'est des entrées au
musée cinéma, mais on ne l'a pas mis dans cette affaire, donc on aura l'occasion de le reprendre. Là, il s'agit en l'occurrence de couteaux de valeur de 60 à 120 euros pour 10 exemplaires par an. Nous avons des livres pour des personnalités qui sont reçues en mairie pour le montant de 7,50 euros. Nous avons des bons d'achat dans les restaurants de Pierre pour un montant de 50 euros pour les retraités agents publics qui partent à la retraite pour 3 à 10 personnes par an. Des places de cinéma, valeur unitaire de 4 euros à l'intention des nouveaux arrivants pour 50 places par an et des entrées au musée, pareil, pour un montant de 2,90 euros et 7,20 euros à l'intention des nouveaux arrivants et toujours 50 places qui sont prévues. On a aussi ce que l'on appelle des goodies qui sont prévus. Et donc, c'est le cadre permettant au maire que je suis et que l'ensemble de l'exécutif y a-t-il des interventions sur ce point? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de la modification de la régie des droits de place. En fait, il s'agit de créer 2 régies, en fait. Une pour gérer les marchés hebdomadaires d'un côté, et de l'autre, un service spécialisé sur tout ce qui est les grands événements, Pamparina, foire aux frais et fête de printemps. Y a-t-il sur ce point des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une suppression d'une APCP, autorisation de programme de crédit de paiement, sur le musée de la coutellerie. Il s'agit de lancer l'opération plutôt sur les 2 les 2 sites actuels, et non pas le musée de la coutellerie en tant que tel. Y a-t-il des interventions? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et le point suivant, alors il s'agit d'une motion qui est portée par l'Association des petites villes de France. Alors, vous avez certainement entendu que le gouvernement avait l'intention de diminuer la dotation générale de fonctionnement des collectivités territoriales. Alors c'est quelque chose que nous avons déjà vécu dans le passé avec un gel sous la présidence de Nicolas Sarkozy, une baisse de 11 milliards d'euros sous la présidence de François Hollande, et concernant ni les communes, ni les communautés de communes, mais plutôt les grandes métropoles et les départements et les régions, une baisse de 13 milliards lors des premiers mandats d'Emmanuel Macron. Et se profile à nouveau une baisse des dotations générales de fonctionnement, et donc il est proposé de marquer notre désapprobation pour cette baisse de DGF future. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Boncourt. Oui, enfin bon, on sera solidaire, mieux prévenir que guérir, mais bon, rien n'est annoncé précisément actuellement, sauf quand même l'intention, effectivement, de faire participer les collectivités à l'effort national. Bon. À quelle hauteur, c'est pas si précis que ça. Bon, pourquoi pas. C'est une motion de toute façon nationale, de l'association des maires, qui est transpartisane, donc à ce titre, on s'y réfléchira. Oui, non, mais juste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure dans le contexte de faire peser sur les collectivités encore plus de charges au-delà de leurs compétences. Et là, on y est tout de suite. Non, c'est pas pour le coup, c'est même dans le cadre de nos propres compétences que ça devient un problème. Mais en plus, se rajoute la charge sur les autres compétences. Alors, c'est encore plus vrai pour d'autres collectivités territoriales que pour la nôtre. Y a-t-il sur ce point des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous arrivons aux questions diverses. Je rappelle qu'il y a un conseil municipal le 25 juin à 19h. Et y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Je
je repose la question que j'ai posée la dernière fois. Où en est-on sur l'organisation estivale d'Iloa? Est-ce qu'on a avancé depuis le dernier conseil, la réponse que vous aviez faite au dernier conseil? Oui, alors je ne sais pas si le marché a été. Ah bien, tellement qu'il y avait Donc, on reste sur ce que je t'avais déjà évoqué la dernière fois, Annie. On est sur une année 2024 qui est transitoire. Donc, pour la saison 2024 à Iloa, on a 3 types d'activités. On a l'hébergement avec le camping, la petite restauration et les activités nautiques et terrestres. Sur le camping, le dépouillement des candidats a lieu le 20 mai. Donc on va dépouiller par rapport aux offres qui ont été lancées publiquement, qui va gérer le camping cet été. Concernant la petite restauration et les activités nautiques et terrestres de loisirs, la préparation des consultations est en cours et devrait probablement sortir dans les jours à venir. Voilà, donc l'objectif, c'est d'ouvrir au moins pour la partie restauration au 15 juin et de fermer le 15 septembre. Voilà. Et actuellement, il y a des candidats, Pierre, sur ces... Au moins, enfin, pour la partie camping, puisqu'elle a été publiée, oui. Oui. De nombreux candidats, enfin, concrètement, il y a combien de... Alors, je ne pourrais pas te dire le nombre exact, mais je sais qu'on en a plusieurs, je ne sais pas si Pierre... Il y a le choix, il n'y a pas... On en a 3. Il y a une seule candidature, d'accord. Y a-t-il, pardon, Oui, alors moi je voulais partager une inquiétude sur qui nous donnera quelque chose d'un peu plus large, mais notamment sur l'orgue de l'église Saint-Genès, dont on a remonté qu'il était en voie de détérioration par des attaques de briettes, diverses attaques dues aux pigeons qui rentrent et qui font leur déjection dans le soufflet et à une volonté, ou plutôt une recherche d'économie sur les accords qui sont faits dessus alors que ça représente des sommes vraiment pas importantes. C'est quand même un monument historique qui a été entièrement rénové. Donc ça me pose des questions. Et plus largement, je voulais savoir comment vous procédiez au suivi des bâtiments et des ouvrages un peu partout dans la ville, parce que pour éviter de répéter l'opération comme il y a eu lieu sur l'église Saint-Genès avec les travaux importants de toiture qui ont été faits, moi je constate, plus sur mon secteur, mais notamment au niveau du paquebot, personne ne vient enlever du lierre qui passe sous les tuiles ou on commence à démonter les chenaux. Les murs de soutènement un peu partout ont des grosses faiblesses. Alors certes, c'est très résistant, et tout ce qui branle ne va pas tomber, mais c'est pas éternel non plus, ça demande un certain suivi. Et je me demandais comment il fait le suivi de tout ça. Alors pour la question orgue, peut-être que je laisserai Pierre prendre la parole. Pour la question globalement des bâtiments patrimoniaux sur la ville, on a fait passer il y a quelques mois maintenant le conservateur régional des monuments historiques, avec lequel on a discuté. On est bien au courant de l'état d'usure de nos bâtiments, pour rester dans l'euphémisme. Celui-ci a proposé, on essaye de voir avec la DRAC, un diagnostic en fait un peu général de l'ensemble des bâtiments qui sont classés ou inscrits sur la commune. Donc l'église Saint-Genès, l'église Saint-Jean, tous les bâtiments qui sont classés au titre des monuments historiques en font partie, et le paquebot également. Pour l'église Saint-Genès, il y a dès jeudi une entreprise qui va passer pour la sécurisation des fientes de pigeons, et notamment l'accès aux pigeons dans le marché de l'église, qui est évidemment un gros fléau. Alors après, pour la partie accord de l'orgue, là je serais fier de prendre la parole.
Je n'aime pas la manière dont tu présentes les choses, Johan, comme si nous n'en avions rien à faire du patrimoine de tiers. Je sais que sur les réseaux sociaux, régulièrement, on se fait attaquer, notamment sur l'état de l'église Saint-Genès. Tu parlais de la toiture qui avait été refaite, c'était une toiture provisoire à l'époque, c'est pas une toiture définitive. Dans quelques mois, voire même semaines, la ville de Thiers a mandaté des entreprises pour réparer la toiture qui est en mauvais état. Tu parles des pigeons. Jeudi, une entreprise vient nettoyer l'ensemble du clocher et des installations de l'église Saint-Genès concernant les fientes. Voilà. C'était ma question aussi. Bon, après, pour les monuments historiques, c'est très bien, mais il y a aussi des ouvrages qui ne sont pas forcément historiques, mais dont l'implantation va quand même coûter très cher si ce n'est pas suivi. Je pense à des murs de soutènement assez hauts en face du paquebot, ou alors à des chaînes de 15 cm de diamètre qui poussent dans les murs de soutènement de l'école de la Villanie. C'est quand même curieux de voir des chaînes de cette taille dans les murs, quoi. Voilà. C'est pas au-delà du monument historique. Sur l'ensemble de nos bâtiments communaux, de toute façon, la situation, on le dit et monsieur le maire le dit depuis le début quasiment, on est dans un état qui est très inquiétant. Donc forcément, on a des investissements à faire ça et là, et un niveau d'entretien qui est extrêmement exigeant, et un patrimoine qui est multiple, quoi. Je veux dire, on a des bâtiments communaux partout sur la commune, une commune qui est très étendue. Donc c'est un travail qui est énorme. On a une vigilance quand même, on essaye de regarder de temps en temps, et puis les agents de terrain sont là pour ça aussi, de nous alerter dès qu'il y a une problématique qui est urgente. Malheureusement, et c'est clair que c'est dommage de ne pas pouvoir faire autrement, mais on n'est que dans la réaction, on n'est pas dans l'anticipation. Et donc toute cette action de prévention, elle a un coût, il faut des moyens en fait, il faut pouvoir le faire. Et la question des bâtiments communaux sur une commune, on a beaucoup trop de patrimoine par rapport à nos moyens. C'est ça en fait la réalité. Et c'est aussi pour cela qu'on est en train de mettre en place un schéma directeur immobilier. On a trop de bâtiments en mauvais état et du coup une vigilance qui est certainement améliorée. On court plusieurs lièvres à la fois et les services ne peuvent pas tout faire. Alors, il y a eu une vraie réorganisation au sein des services pour être plus performants. Il y a aussi dans l'organisation elle-même des choses qui ont été faites de manière à ce qu'on soit plus vigilant et avec un degré de connaissance, parce que ce n'était pas le cas quand nous sommes arrivés, des connaissances des bâtiments. Donc le travail qui a été fait depuis l'arrivée du directeur général des services techniques, Roberto Menzi, ici présent, et Sandrine Faure, la directrice du centre technique, et de qualité nous permet d'avancer sur ce point. Mais très clairement, on a des bâtiments dans un état qui sont déplorables, mais tous à la fois. Donc la hiérarchie, il ne faut pas arriver ici comme si ça ne nous était pas venu à l'esprit de dire il faudrait que les bâtiments soient en meilleur état. Simplement, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc on priorise et on fait en sorte que les services techniques s'améliorent dans leur organisation de manière à suivre mieux et avec le schéma directeur immobilier aussi de se débarrasser d'un certain nombre de bâtiments. Je rappelle, sur une ville comme Thiers, on doit avoir 300 propriétaires. Voilà. Et bien ça fait plus d'une propriété. On a 260 équivalents temps plein, on a 300 propriétaires. Voilà. Le bâtiment des Sœurs de Nevers, c'est un bâtiment communal, non? Oui. Ex-ordinaire. Parce que alors je sais pas, je pense que vous le savez, mais sur la partie qui est côté maison des associations, le toit passe à travers. Alors là, vous n'êtes pas sur la chapelle. Non, c'est pas. Non. Alors le reste, c'est privé. C'est privé, ça appartient à un propriétaire privé. Mais oui, on sait.
Déjà eu un arrêt terrible. Non, mais c'est l'autre. C'est le même. Non, il y a une partie en fait, la chapelle des Sœurs de Nevers est un bâtiment qui appartient à la municipalité, de même que la maison des associations. Le bâtiment sur lequel il y a une toiture qui est très dégradée et qui passe à travers, là c'est une propriété privée. Et cette propriété privée vient de la rue Abbé de l'Eau jusqu'à la rue Prosper Maria de l'autre côté. Je pense que vous parlez de ça. Oui, c'est de cette propriété dont je parle. Avec un propriétaire qui n'a pas d'assurance de mémoire. Un propriétaire qui n'a pas d'assurance et surtout qui n'a pas vraiment la volonté de faire ce qu'il faut pour pouvoir régler le problème. Ça veut dire qu'on va avoir le même problème. Voilà, on a aussi un dégât des eaux qui est inhérent à cette problématique de toiture sur l'ancien restaurant des Émilies. Il y a les propriétés des Émilies. C'est d'ailleurs, je vous rappelle, la raison pour laquelle nous avions fermé à l'époque le restaurant des évêques. Parce qu'on a un dégât des spécificités. À long terme, ça va être mal alors. Y a-t-il d'autres questions diverses? Non, mais c'est pas une question diverse, je reviens sur ce que venait de dire David. Ça veut dire qu'à plus ou moins long terme, on va avoir le même problème qu'avec le bâtiment voilà. Donc je pense qu'il faut peut-être intervenir au plus vite, alors, parce que la surface est beaucoup plus grande. On en a déjà pour plus de 100 000 € avec le. Là, le mal est déjà bien fait, Farida. C'est passé à travers complètement. On va compléter. Bien, y a-t-il d'autres questions diverses? Je suspends le conseil municipal. Y a-t-il des questions dans le public? Bien, je reprends le conseil.